Là, on femme tenir un petit couleur clair, il pas besoin qu'on est original, ni qui non ni pour histoire, seul bitin pour éclair, donc puisqu'il est là qui nous est là. En bureau, tout partout, c'est mon apport clair qui là, pas de négresse, négresse c'est quand vous couper. À part pour ça, vous menez au vini, on a qu'à couper quand il fait tout, hein? Bon, et c'était comme ça. La Guadeloupe était classée en catégorie. Ici, c'est de questionner l'émergence de pôles urbains dans un contexte micro-insulaire. Les villes en micro-économie insulaire, historiquement, ce sont des espaces comptoirs. Pour aller vite, j'ai envie de dire que le Moule, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre ont été des petites villes, des espaces comptoirs qui étaient liés effectivement à l'économie coloniale à l'époque. Et effectivement, au cours des temps, ces villes-là se sont retrouvées un petit peu en interaction. Le Moule a d'abord été, au 19e siècle, en particulier à partir de 1828, une ville portuaire, un petit espace comptoir qui a justifié effectivement une empreinte urbaine, ce qu'on appelle le damier colonial, qu'on va retrouver d'ailleurs à Pointe-à-Pitre et aussi à Basse-Terre. Mais ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est de dire que les villes dans ces espaces-là sont intimement liées à la relation avec la mer, la relation avec l'espace portuaire. Et c'est vrai que l'économie maritime va quand même expliquer l'évolution, je veux dire, les apogées et j'ai envie de dire les échecs urbains qu'on va connaître notamment au XXe siècle. Ainsi, le Moule va sans doute briller au XIXe siècle, mais concurrencé par l'émergence du concept de l'usine sur le port avec Darbussier, va collapser au fur et à mesure du XXe siècle, sera remplacé évidemment par Pointe-à-Pitre. Mais Pointe-à-Pitre lui-même, vu l'évolution du commerce international et notamment la conteneurisation, va se retrouver entre guillemets confronté au destin du Moule du 19e siècle, c'est-à-dire complètement dépassé par l'émergence de ce qu'on peut appeler objectivement aujourd'hui la ville de Jarry, puisque le port s'étant déplacé sur Jarry, effectivement, ça constituait un aspirateur de valeur. Et que derrière cet aspirateur de valeur, la ville se dévitalise parce que Pointe-à-Pitre comme le Moule vont subir effectivement l'émergence d'un écosystème basé sur une économie de la consommation, un aspirateur de valeur en termes économiques qui va dévitaliser un petit peu ces espaces. Alors, c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, sur un petit territoire de 1600 km², quand on parle de ville, de quoi parle-t-on? Parce que bon, en fait, les bourgs, on parle plutôt de bourgs en fait. Quand on parlait dans le temps de bourgs de Port-Louis, d'Anse-Bertrand, de Saint-François, de Petit-Canal, etc., etc. Ça veut dire qu'en fond, ce sont des embryons urbains qui n'avaient le sens que parce qu'ils vivaient au crochet d'une plantation. Et je rappelle qu'à la fin des années 90, on assiste au fond à l'effondrement du monde de la plantation. Et que donc par conséquent, l'ensemble des embryons urbains qu'on a connus, je prends le cas du Nord-Grande-Terre, Anse-Bertrand, Petit-Canal, Port-Louis, Morne-à-l'Eau, subissent de plein fouet la fermeture des moteurs de structuration de l'espace rural que sont les usines. L'usine de Beauport et l'usine de Blanchette, entre le Moule et Morne-à-l'Eau. Disons quand même que Morne-à-l'Eau et toutes ces communes ont subi un collapsus qui est caractérisé notamment par une vacance urbaine très importante, donc un nombre de bâtis existants en centre-ville. J'appelle ça personnellement une nécrose urbaine où on a vu apparaître un taux de vacances très important avec un nombre de wins qui, par le fait que ces espaces ne sont pas habités, on y reviendra, et puis parce que, au fond, avec un nombre important de dents creuses, donc des villes qui se nécrosent, les gens partent des villes. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, nous avons plus de 35% de la population de la Guadeloupe qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en Guadeloupe, c'est 800 € par mois, alors qu'en France hexagonale, on est à 1 000 €. Le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant en Guadeloupe est autour de 24 000 €, alors qu'il a 30 000 € en Île-de-France. Vous voyez, donc on est vraiment, en plus on est dans une île, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué avec les surcoûts. Et à partir de là, on a un phénomène de pauvreté. Vous avez 30 000 logements insalubres en Guadeloupe. Ça, c'est quand même phénoménal. Et pour y remédier, donc, il faut évidemment un renouvellement urbain. De mémoire, il y a 220 000 logements libres, logements intermédiaires, logements sociaux sur la Guadeloupe, et vous avez à peu près 40 000 logements sociaux, ce qui représente 20%. C'est pas énorme, mais c'est vrai que dans le parc privé, il y a beaucoup de logements indignes et il faut y remédier. Et pour cela, donc, il faut rénover. En Guadeloupe, vous avez vraiment
plus de 83% de la population de la Guadeloupe qui est éligible au logement social. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y en a qui sont sous le plafond des revenus et beaucoup vivent de revenus sociaux. Vous avez un territoire où vous avez plus de 25% de chômeurs et plus de 40% de jeunes. Donc vous êtes sur une poudrière. Pour rendre une ville attractive, je crois qu'il faut changer de modèle économique. Effectivement, depuis mon arrivée il y a environ 3 ans à la tête de la SICOA, qui regroupe 8000 logements, 7500 logements en Guadeloupe, c'est vrai que le constat était quoi? Le constat, c'est que nous avons beaucoup de logements en forme de bar. Les Tourgabars, c'était 20 étages. Nous avons des logements avec R+10, R+8. Je crois que ce modèle économique-là a fait son temps pour revoir complètement l'attractivité d'une ville en fonction de l'imposition, l'attractivité par rapport au parking, la propreté de la ville et aussi, donc, comme je l'ai dit donc, tout à l'heure, cette attractivité se fait autour de l'animation. Si on veut créer de la cohésion sociale, si on veut créer du partage, si on veut créer du lien social, je crois qu'il faut revoir complètement ce modèle économique. Et moi, face à ce constat, j'ai décidé avec mon conseil d'administration et mon directeur général de revoir complètement le modèle économique du logement social en Guadeloupe, à savoir que nous allons laisser tomber donc, les bars et les tours pour venir avec des modèles qui sont beaucoup plus à taille humaine, avec des modèles à R+1, +2, voire +4 maximum, où vous avez un bien vivre ensemble, où les gens arrivent à avoir cette cohésion et ce lien social. Il est important d'avoir cette mixité aussi sociale au sein d'une résidence. Et j'ai constaté à mon arrivée qu'il y avait beaucoup de ghettos. Et le terme est fort quand je le dis. Par exemple, la ville de Pointe-à-Pitre, il y a certains bâtiments où c'est des ghettos. Pourquoi? Parce que vous avez fait 1000 logements dans un coin et dans ce coin-là, vous n'avez pas de mixité sociale, vous n'avez pas de parcours résidentiel. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec une seule catégorie, alors que vous pouvez donc avoir des personnes qui peuvent être de logements intermédiaires, du logement d'accession à la propriété. Et je crois qu'il faut il faut changer de paradigme complètement et revoir le modèle économique. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place actuellement au niveau de SICOA. Et je crois que tous les autres bailleurs sont sur la même vision que moi. La solution vient vraiment d'un partenariat citoyen, grand partenaire et institutionnel. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir faire face au contexte actuel dans lequel nous évoluons. Si on regarde Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui a un potentiel incroyable, qui est au centre donc, de la Guadeloupe, qui a un accès à la mer, qui a un patrimoine tout à fait exceptionnel. On a également un tissu associatif et de personnes qui ont envie de faire qui est incroyable. Et pourtant, on est dans une ville qui donne l'impression d'être en sommeil, ou en tout cas pas en très bonne santé. Au vu de tous ces atouts, la ville ne demande qu'à revivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc en 2022, les porteurs de projets se précipitent sur Pointe-à-Pitre. On sent bien que ça va bouger. On a d'ailleurs des premières opérations qui sortent de terre. On a ce fourmillement de projets de tout ordre, aussi bien du point de vue environnemental, architectural, social, d'animation sociale, je veux dire, qui se met en place. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner tous ces projets avec des dispositifs d'abord qui mettent en cohérence ces projets et puis qui créent une synergie avec les projets d'envergure. Que serait la ville idéale? Et pourquoi pas à Pointe-à-Pitre? Imaginez un espace où vous êtes logé dans un appartement où il fait toujours frais, avec une belle terrasse et une vue mer, où vous pouvez vivre, alors si vous êtes en famille, et quand je dis en famille, on peut aussi envisager la famille intergénérationnelle, comme ça se faisait avant, et où vous avez tout à proximité. La pharmacie au pied de l'immeuble, le petit lolo du coin qui vous dépanne, aller à l'église, ma grand-mère rencontrait toutes ses copines à l'église. Alors, un des grands enjeux à Pointe-à-Pitre, c'est de pouvoir embarquer notamment notre jeunesse
dans la construction d'un projet participatif qui soit partagé et qui leur donne envie de faire. On ne combat pas le chômage avec juste des postes à pourvoir. On crée de l'activité avec des projets. Et ces projets ont la capacité d'embarquer de l'activité. Donc, notre jeunesse, il faut qu'on leur explique où on veut aller. Il faut aussi également qu'on soit à leur écoute pour savoir où ils veulent en venir. Alors parfois, il faut aussi les accompagner pour qu'ils puissent se mettre dans un processus de vision. Parce que beaucoup d'entre eux disent, bon, en gros, demain, il n'y a pas d'espoir. Et c'est à nous de leur dire non. Voilà ce qu'on a. Maintenant, imaginez-vous rentrer dans le train. L'enjeu, c'est de pouvoir s'occuper de la forme de la ville, mais aussi du fond.